on va parler d'un sujet qui est l'organisation. L'organisation d'une SAS, c'est quoi? Une SAS est toujours représentée par un président. Le président représente légalement la société à l'égard des tiers, c'est-à-dire à l'égard de tout le monde. Sa désignation est obligatoire et se fait dans les conditions prévues par les statuts. Il faut savoir une chose. Dans les statuts, on peut dire qu'il y a un président, mais on peut, et on a le droit, de ne pas le nommer dans les statuts. Attention, un petit tuyau pour vous. Le fait de ne pas le nommer dans les statuts est très intéressant parce que s'il avait été nommé dans les statuts et qu'ensuite on change de président, il faudra changer les statuts. C'est pour ça que je vous conseille vivement de ne jamais nommer le président dans les statuts ou de le nommer dans un procès-verbal d'assemblée générale. La société ne peut avoir qu'un président. La notion de coprésident n'est pas acceptée. Il y a un président et des directeurs généraux ou des directeurs. Une personne morale peut être nommée président. Dans ce cas, son représentant légal doit être déclaré au registre du commerce des sociétés. Il peut être désigné parmi les associés ou en dehors d'eux. C'est-à-dire, c'est un peu obscur. Une SAS est représentée par un président. Ce président peut être une personne physique ou bien une personne morale. Mais quand c'est une personne morale, il faut que cette personne morale soit représentée par quelqu'un. Ce type de montage aussi est très intéressant puisque ça a des intérêts au niveau fiscal et social. Et il y a un de vos camarades qui pose la question, si la société est entraînée en justice, c'est le président ou la SAS qui doit répondre devant les tribunaux? Attention, qui est traîné en justice? La société ou le président? C'est pas pareil. On va en parler là tout de suite. On ne parle pas de la responsabilité civile, pénale de cela. C'est pour ça qu'il faut savoir qui est attaqué en justice. Quand c'est le président, c'est la société, c'est la SAS qui va attaquer son président parce qu'il a fait peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas. Ou alors il a outrepassé ses droits. On va en parler tout de suite. Le président, il est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, dans la limite de l'objet social. Il peut tout faire, mais pas tout. Il peut y avoir des zones de contrôle et de limitation. Les organes de direction, s'il en existe, ne peuvent avoir que des pouvoirs internes de surveillance, de contrôle, d'organisation et d'orientation générale. La société peut attaquer son propre président, puisque la société, dès qu'elle est immatriculée, on dit qu'elle acquiert la personnalité morale et a le droit d'ester en justice. Mais la société, elle ne peut pas aller elle-même. C'est quelqu'un qui va faire au nom de la société. Qui peut le faire? Les associés ou bien le procureur de la République, dans le but de protéger la personne morale. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose dans le cadre de l'organisation. On va parler de la création d'un organe de direction, la durée de ses fonctions, les règles de quorum, limite d'âge et les modalités de cessation des fonctions et de fixation de la rémunération des dirigeants. Là, ça va être un peu brut, mais m'en voulez pas. La gouvernance ou l'organisation de la direction dans les statuts de la SAS. Ce qu'il faut savoir ici présentement, très précisément, c'est que dans une SAS, le mode de fonctionnement, le mode de rémunération, la durée des fonctions du président, la limite d'âge, les règles de quorum, de majorité, les modalités de cession des fonctions du président doivent toutes être écrites dans les statuts. La SAS a ça qui est très bien, je trouve, c'est qu'on a laissé une liberté totale, presque, aux associés de mettre en place leur mode de fonctionnement et d'organisation. On a les règles de la SA, c'est la société anonyme, qui s'applique, qui peut s'appliquer si on veut. Mais le législateur permet aux associés de faire exactement ce qu'ils veulent. C'est pour ça que lorsque vous avez une société, une SAS, il faut faire extrêmement attention aux modalités de rédaction des statuts. Les statuts, c'est quoi? C'est dans le contrat où tout est écrit. Dans le Code du commerce, l'article L227-5 laisse aux associés une liberté totale dans le choix du mode de direction de la SAS. C'est-à-dire, et ceci devra être précisé dans les statuts de la SAS. On va parler du quorum. Une de vos camarades pose la question, le mot quorum. On va parler. Le quorum, allez, très rapidement, c'est quoi? Pour prendre une décision, il faut un minimum de représentants, d'actionnaires. Par exemple, vous êtes 3 associés. Le quorum, c'est minimum 2. C'est-à-dire que si on est tout seul, on ne peut pas prendre de décision valable. Si le quorum est de 1 et que vous êtes tout seul, vous pouvez prendre une décision et ça sera valable. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut le mettre le quorum à un niveau pas trop élevé et pas trop bas. Donc, au niveau de l'organisation de la direction, il faut un président.
Ce président est nommé dans les statuts ou dans un procès verbal d'Assemblée générale. Les pouvoirs du président sont écrits également dans les statuts qui sont consultables par tout le monde, puisque l'ensemble des statuts doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, du siège social. C'est pour ça que ceci est consultable. C'est pour ça qu'il ne faut pas écrire tout. Les statuts des SEP peuvent toutefois prévoir des limitations de pouvoir, mais simplement en tant que règlement intérieur. Le quorum, c'est le minimum. Une de vos camarades dit, j'ai pas compris, c'est quoi le quorum? Le quorum, c'est un terme pour dire quel est le minimum de présents ou de représentés dans une assemblée générale afin de prendre une décision qui va être valable. Je répète, si on est 5 et on est 5 associés et que le quorum dit il faut minimum 3 associés présents ou représentés pour prendre des décisions. Si on est 4, 3, c'est bon. Mais si on n'est que 2, alors que le quorum dit qu'il faut minimum 3, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de présents, là, aucune décision ne pourra être prise. Ensuite, cela veut dire que le président, là, il y a des conditions de limitation des pouvoirs. Il faut que ça soit écrit dans les statuts ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il est également possible de nommer un ou plusieurs directeurs, comme je vous l'écris ici précisément. Voilà. Il est également possible de nommer un ou plusieurs directeurs ou directeurs généraux délégués qui vont aider le président dans l'exercice de ses fonctions. Donc, il y a une organisation qui est libre de la direction. Tout est écrit dans les statuts. Pouvoir de représenter ne signifie pas pouvoir de direction. C'est pour ça que parfois, vous avez un président et vous avez parfois la nomenclature de président directeur général, PDG. Le mot président désigne par défaut celui qui représente la société. C'est celui qui va parler devant les caméras. Ce n'est pas celui qui va diriger obligatoirement. Lorsqu'on a président directeur général, ça veut dire que c'est celui qui représente vis-à-vis des tiers, qui fait de la publicité devant les caméras, et en plus, c'est celui qui dirige la boîte, la société. Avant de rédiger les statuts, il faut se poser des questions essentielles. Qui décide? Faut-il instaurer un mode de contrôle? Est-ce que les décisions sont-elles collégiales ou laissées à la main d'une seule personne, ou les deux à la fois? Il représente également la société. Oui, le président représente également la société auprès des tiers. Il parle au nom de la société. Le président a le droit d'aller en justice au nom de la société. La liberté n'est pas si totale, puisque la collectivité des associés dispose malgré tout de certains pouvoirs dont aucun organe de direction ne pourrait la déposséder, pas plus que les statuts. Un associé a toujours le droit d'aller en justice contre le président. Un de vos camarades dit un PDG dans une asso, c'est pas bon. Dans une association, il n'y a pas de PDG. Il y a un président et des DG. Sachant que dans une association, les règles sont un peu différentes. Mais il faut savoir que, oui, une de vos camarades dit si on peut aller en justice pour représenter la société. Oui, on peut aller et il faut aller en justice. Mais aller en justice, il faut aussi une autorisation de l'Assemblée. On ne peut pas décider tout seul. Il s'agit principalement, dans le cadre d'organisation de la direction, quelles sont les règles d'augmentation, de réduction du capital, de fusion? Parce qu'un président, parfois, peut prendre des décisions tout seul. Et il faut peut-être ne pas lui laisser une totale liberté de nommer n'importe quel commissaire aux comptes, de dissoudre la société, d'approuver les comptes tout seul, de transformer tout seul. Voilà. Simplement, c'est pour ça qu'il existe de nombreux modes de direction mis en œuvre par les professionnels dans les statuts de la SAS. Il conviendra de choisir la plus adaptée. On peut mettre en place un conseil d'administration, on peut mettre en place un conseil de surveillance, on peut mettre en place un directoire, on peut mettre un comité d'audit, on peut mettre plein de choses afin de limiter quand même le pouvoir du président. Une de vos camarades dit qu'elle a connu un président qui est devenu PDG à ma place. Si je peux me permettre, dans une association, lorsqu'on est président et directeur général, sachant que la fonction de président est obligatoirement bénévole, on n'a pas le droit de se faire rémunérer jusqu'à un certain plafond. Si on se fait rémunérer et qu'on a les fonctions de direction générale, ça veut dire que ce n'est plus du bénévolat, donc on n'est plus dans une association, ça deviendrait plutôt une SAS. Et dans ce cas, voilà, je suis d'accord avec M. Christophe Platt, donc ce n'est plus une asso, ça deviendrait plutôt une SAS, une société. Une de vos camarades, je voulais, est-il possible qu'un des associés ait une part plus élevée que l'autre? Oui, le montant de la part que détient un associé peut largement être différent de l'autre. Tout dépend de ce qu'il apporte et de ce qu'on lui donne. S'il y en a un qui apporte 10 euros, l'autre qui apporte 100 euros, vous êtes d'accord avec moi que vous n'aurez pas le même pourcentage de détention. À moins que vous décidiez. Mais ça serait un peu bizarre. Ensuite, quelle situation qui a besoin? Voilà. Là, je me suis permis les différents modes de direction en pratique. Je vous donne lesquels. On a la SASU qui est tout seul, direction simple. Voilà.
La SASU avec un seul associé, mais non opérationnel. On a les différentes formes de pouvoir qu'il peut y avoir, les directions. La SASU, la SAS avec tous les associés qui sont à égalité. Tout le monde a, on va dire, 30, 30, 30, etc. Donc, direction confiée à un président tournant. On peut tout décider. On peut dire que le président change tous les 2 ans, tous les 4 ans. Direction collégiale. SAS avec tous les associés opérationnels. Voilà. Là, vous avez un petit tableau qui récapitule l'ensemble des formes qu'il peut y avoir. On peut tout mettre. Il y a une totale liberté de gestion et d'organisation. Quelques réflexes en cas de direction collégiale. Dans beaucoup de cas, l'association mènerait les associés à instaurer un mode de direction collégiale pour comité de direction, conseil d'administration. Dans tout cas, il est toujours très important de bien rédiger les statuts, les modes de nomination et de révocation. Tout cela est prévu dans les statuts. On doit tout marquer dans les statuts jusqu'au moindre petit détail. Qui convoque pas. Est-ce que c'est fait par Internet? Est-ce que c'est fait par SMS? Est-ce que c'est fait par courrier recommandé, par courrier simple, par affichage? Donc, il faut que tout soit bien précis et aussi cohérent afin de ne pas immobiliser les prises de décision. Les modalités de nomination et de révocation du président d'une SAS. Les associés de la société peuvent déterminer librement les modalités de nomination du président ainsi que des autres dirigeants, le directeur général. Le premier président nommé doit impérativement être désigné dans les statuts constitutifs, contrairement aux autres dirigeants qui pourront être nommés ultérieurement. Attention à cela. C'est vrai, il faut dire qu'il y a un président qui va être nommé. On n'est pas obligé de donner le nom. On dit, il y a un président qui est nommé dans les statuts, voilà, ça sera décidé lors d'une assemblée générale. On doit dire ce qui va être fait. S'agissant de la révocation, il est possible de prévoir dans le statut de la SAS ou dans la décision de nomination une possibilité de révocation. Simplement, attention, la révocation peut être faite avec juste motif ou sans motif. Sans juste motif valable, c'est presque impossible. Attention, on n'est pas dans le cas d'une société anonyme. Dans le cas présent, il y a des règles à respecter et on ne peut pas tout faire. La rémunération du président, il est payé combien? C'est toujours la même chose. Dans les statuts, on peut dire comment va être rémunéré le président d'une société, sachant que le président d'une société, la présidence peut être exercée à titre gratuit ou bien contre rémunération. À titre gratuit, ça veut dire quoi? Dans beaucoup de SAS, le président exerce ses fonctions à titre gratuit. Cette politique résulte d'un calcul stratégique pour laisser le maximum de liquidité dans l'entreprise. Le fait de ne pas se faire rémunérer, ça a un intérêt, c'est pas pour rien. Mais il faut le déterminer. Et les modes de rémunération, il faut aussi le déterminer. Par exemple, ça peut être un pourcentage du chiffre d'affaires, un pourcentage des bénéfices, ou bien fixe. Mais il faut dire. Après, il faudra toujours faire une assemblée générale pour dire c'est bien ça, c'est tel montant, c'est pas tel montant. Mais il faut bien distinguer la rémunération du président. C'est la somme versée en contrepartie de l'exercice des fonctions liées à son mandat social et les dividendes de la SAS. Les dividendes, c'est pas pareil. La rémunération en tant que dividende, c'est autre chose. Les dividendes ne sont distribués au président, c'est pour les associés. Si vous êtes président et non associé, vous ne toucherez jamais de dividendes. Qui contrôle? Quel contrôle ont les associés? Le contrôle des associés. Les associés d'associés sont obligatoirement consultés collectivement pour certaines décisions. On ne peut pas tout faire librement. Certaines décisions, il faut obligatoirement l'accord ou la participation des associés. Pour l'approbation des comptes, l'affectation du bénéfice, pour les modifications du capital social, dans le cas de fusion ou scission, de transformation, de dissolution, de nomination du ou des commissaires aux comptes. Notez que dans le cas de la SASU, par définition, il n'y a pas de collectivité. Il appartient donc à l'associé unique de prendre les décisions. Un de vos camarades demande si les dividendes sont perçus par mois ou annuellement. Les dividendes sont perçus une fois par année, à la fin de l'exercice social, lorsque l'Assemblée générale, lorsqu'elle approuve les comptes, constate qu'il y a un bénéfice et décide de distribuer les dividendes. On verse ça en une fois. Un de vos camarades dit s'il n'est pas rémunéré, est-ce qu'il peut exercer un autre travail tout en étant PDG? Il peut cumuler des emplois, ce n'est pas interdit. Tout est possible. Il peut être président, non rémunéré en tant que fonction de président, mais rémunéré en tant que directeur commercial. Il peut même travailler pour une autre société, ce n'est pas interdit. On a dit, il ne peut pas tout décider tout seul. Il faudra parfois souvent faire appel aux associés. On peut mettre aussi des garde-fous, ce que je vous disais tout à l'heure, des comités. Un comité est un organe qui est à côté afin de pouvoir régler, corriger, etc., les fonctions du président. Après, nous avons des organes sociaux. Voilà, on peut mettre en place des organes sociaux qui peut être un conseil d'administration, etc. Et il y a aussi un comité d'entreprise, des délégués du personnel qui sont là aussi.
Voilà, au-dessus de 50 salariés, il y a un comité d'entreprise. Maintenant, ça a changé de nom. Comité économique et CSE, comité social et économique, depuis le 1er janvier 2018. Alors, il y a ça qui peut être mis en place. C'est aussi des moyens de contrôle. Les décisions de la voilà, les règles de quorum. Tout à l'heure, on me demandait c'était quoi un quorum. Ben voilà, les règles de quorum, c'est quoi? Les décisions de la collectivité des associés, en assemblée générale, consultation, dans une société par exemple simplifiée, sont adoptées dans des conditions de quorum et de majorité. Il peut être décidé que toutes les décisions seront prises à une majorité unique, sans distinction. De même qu'il peut être créé deux, trois, voire plusieurs types de décisions, chacune soumise à des conditions de quorum. Par exemple, pour transformer, il faut la majorité. Par exemple, pour distribuer des dividendes, pas obligatoirement. Cela dépend. On doit dire, c'est comme à la maison. À la maison, on dit qu'il y a une démocratie. La démocratie, comment elle s'exerce? Si vous êtes tout seul à décider de tout, c'est plus une démocratie, ça s'appelle une dictature. Dans le cas présent, mais si on vous a donné l'ensemble des pouvoirs pour décider de tout, bah, ce n'est pas une dictature, c'est une démocratie puisqu'on vous a autorisé. C'est pour ça il faut bien déterminer quelles sont les règles pour pouvoir prendre les décisions. Les statuts peuvent être aménagés pour accorder des votes supplémentaires à certains associés. Ça aussi, c'est une particularité. Par exemple, on peut dire qu'une personne, elle a peut-être 10 votes, elle a un droit de vote, mais le sien vaut 2. Mais vous, ça vaut qu'un. Bah voilà, attention, on peut donner des droits supplémentaires à certains par rapport à d'autres. On peut tout faire. C'est ça qui est intéressant dans une SAS. Il y a une liberté totale qui est laissée. Quelqu'un peut avoir, par exemple, 3 droits de vote. Un vaut 3 pour lui, et l'autre, ça vaut 1. Un associé ne peut être privé de son droit de vote. On ne peut pas lui empêcher de venir voter. Ce qu'on peut faire, on peut décider de lui enlever le droit ou le privilège d'avoir des dividendes. Attention à cela, on peut démembrer, ça s'appelle. Si les statuts ne prévoient rien, alors les décisions devront être prises à l'unanimité, ce qui est peut-être très lourd. On peut ne pas être d'accord à 100% tout le temps. Quelles décisions doivent être prises à l'unanimité? Quelle décision? Toute décision entraînant une augmentation des engagements des associés, des augmentations de capital, c'est-à-dire si on demande à tout le monde d'apporter un peu plus d'argent, il faut l'accord de tout le monde. On ne peut pas décider tout seul. Ce n'est pas parce qu'un tiers a décidé que tout le monde doit être d'accord. Les changements des clauses statutaires, voilà, des opérations de fusion, il faut l'accord de tout le monde. On peut ne pas décider. Et donc, on dit s'il est physiquement présent tous les jours à la société, est-ce qu'il peut être un salarié, le PDG? La question n'est pas là. Ce n'est pas s'il est présent ou pas présent. La question, c'est est-ce qu'il est prévu qu'il soit rémunéré? Même s'il vient tous les jours, tant mieux pour lui. C'est bien. S'il est décidé qu'il n'est pas rémunéré, c'est autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas le président qui décide de son salaire, c'est l'Assemblée générale qui décide du salaire. Donc là, je vais vous parler d'un autre sujet. On est presque arrivé à la fin, c'est la dissolution de la société. Une société est créée au début, elle vit sa vie, on peut décider d'y mettre fin. Il existe plusieurs possibilités de mettre fin à la vie d'une société. Ça s'appelle la dissolution. C'est-à-dire qu'il y a la dissolution ou bien la liquidation. La dissolution, c'est quoi? C'est la décision de mettre fin à l'activité de la société et d'ordonner sa liquidation. La liquidation, c'est quoi? C'est la constatation de la clôture des comptes et elle permet de déterminer un résultat, un boni ou un mali afin de savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien dissoudre. Le fait qu'une société peut être en redressement judiciaire ne veut pas dire qu'elle va être dissoute, qu'elle va être liquidée. Un redressement judiciaire, ça peut être aussi un mode d'accompagnement afin d'aider à la structure à se redresser. Donc, il y a des effets et des formalités à remplir dans le cas d'une dissolution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une liquidation, elle peut être faite soit à l'amiable ou bien par décision de justice. À l'amiable, c'est quoi? C'est vous-même qui déterminez que la société n'a plus lieu d'être. Soit vous avez accompli votre objet social. C'était par exemple la construction d'une maison. Vous avez construit la maison, la statue, la société n'a plus lieu d'être. Donc, on liquide la société, on la ferme à l'amiable. C'est une décision qui va être personnelle. Dans le cas d'une décision, d'une liquidation qui n'est pas à l'amiable, dans ce cas présent, c'est le tribunal qui va intervenir. Dans le cas d'une SAS, c'est le tribunal de commerce qui intervient. Ce n'est pas les autres tribunaux, mesdames et messieurs. Attention à cela, il y a des effets de cela. C'est qu'il y a une comptabilité à mettre en place. Il faut déterminer à qui on doit l'argent, si on ne doit pas d'argent à quelqu'un, afin de dissoudre dans les bonnes fins. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'ai essayé de répondre à l'ensemble de vos questions et j'espère que ce cours vous a plu. À bientôt.